Bonjour à tous, je suis Emma Chotard, je suis praticien hospitalier en neuroradiologie interventionnelle à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, avec une activité de radiologie interventionnelle endovasculaire intracrânienne et rachidienne, mais aussi de radiologie interventionnelle percutanée sur le rachis. Et c'est à ce titre que j'ai été invité par notre collègue Émeric pour parler de cimentoplastie rachidienne. Vous aurez un topo un peu plus tard sur l'expansion vertébrale, donc je vais me contenter de parler de cimentoplastie et d'autres techniques de radiologie interventionnelle de prise en charge des patients avec des métastases osseuses rachidiennes. Donc je vais commencer par une introduction en parlant très brièvement des lésions osseuses bénignes. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une cimentoplastie. Je pense que la très grande majorité savent déjà. Je vais vous parler d'embolisation préopératoire, de thermoablation et d'électrochimioporation. Donc tout le monde sait que les grandes indications aujourd'hui de vertébroplastie, donc de cimentoplastie vertébrale, c'est la métastase osseuse de cancer solide ou l'hémopathie maligne, au premier rang duquel la myélopathie d'une part et d'autre part la fracture ostéoporotique par insuffisance osseuse. Mais la première description d'une vertébroplastie a été faite en France sur un hémangiome vertébral. Donc l'hémangiome vertébral reste une indication, une très bonne indication de vertébroplastie, mais aujourd'hui la technique a un petit peu évolué et la prise en charge centrale de l'hémangioblastome, c'est plutôt l'alcoolisation pour la destruction de la composante épidurale. Cette alcoolisation sera précédée d'une angiographie médulaire de cartographie de la vascularisation de la moelle et suivie d'une vertébroplastie. Donc c'est une prise en charge en plusieurs temps dans laquelle la vertébroplastie garde une place, une prise en charge qui est assez efficace. Donc on va revenir sur le cœur du sujet, c'est-à-dire la cimentoplastie dans la métastase osseuse rachidienne. La cimentoplastie ou vertébroplastie est une procédure percutanée non chirurgicale qui est réalisée par une voie unie ou bilatérale, transpédiculaire ou parapédiculaire en fonction de l'anatomie. Parapédiculaire, ça peut par exemple être une voie intercosto-transversaire, en particulier à l'étage dorsal moyen, sous contrôle scopique ou scanographique pour ce qui est de la balistique et de l'injection de ciment. Vous avez ici l'exemple d'une fracture vertébrale avec une voie d'abord bipédiculaire, symétrique, avec un contrôle de face et de profil, et le résultat de la cimentoplastie, ou en tout cas le résultat espéré, c'est-à-dire un remplissage homogène de ciment de plateau à plateau, vraiment un critère de qualité de la procédure, le remplissage de plateau à plateau sans aucune fuite. Alors la fuite de ciment n'est pas une complication à proprement parler, elle survient dans plus de la moitié des cimentoplasties, elle peut être discale, ce qui augmente le risque de fracture des étages adjacents, en particulier dans le myélome ou l'ostéoporose, elle peut être dans les tissus mous, elle peut être veineuse avec une embolie pulmonaire de ciment, voire un fragment de ciment qui reste coincé dans la cavité droite, ce qui est assez fréquent et dans l'immense majorité des cas n'a pas de conséquences. Elle peut aussi être postérieure, épidurale, au travers de la veine basivertébrale, voire épidurale compressive ou foraminale. Les deux derniers types de fuites sont les fuites à éviter, celles avec un potentiel de complications neurologiques, raison pour laquelle l'injection de ciment se fait sous contrôle de profil, donc en méconnaissant les éventuelles fuites latérales. Alors c'est pas vrai pour le rachis cervical, pour lequel on préfère faire les contrôles scopiques de face et de profil de manière simultanée pour pouvoir contrôler la fuite postérieure de profil et les fuites latérales dans les foramens transversaires de face pour éviter les extensions de ciment vers les artères vertébrales. Mais ça implique d'être dans des salles d'angiographie biplan qui sont des salles réservées au service de neuroradiologie interventionnelle. Alors, je n'ai pas l'expérience de l'injection de ciment sous contrôle scanner, c'est-à-dire un contrôle qui est un tout petit peu différé par rapport à l'injection, et donc je ne vous en parlerai pas. Le problème, c'est que dans la métastase osseuse, souvent, ce n'est pas ce genre de remplissage de ciment que je vous ai montré qu'on obtient. C'est lié à la nature des lésions qu'on cherche à remplir. C'est des lésions qui sont souvent lytiques avec rupture du mort postérieur, ce qui favorise très largement les fuites postérieures de ciment. Il s'agit souvent de lésions condensantes pour laquelle l'injection de ciment se fait de façon extrêmement difficile sous pression avec une progression par à-coup, ou des lésions mixtes où la progression se fait de façon hétérogène, ce qui augmente d'autant plus les risques de fuite avec des résultats qui sont extrêmement peu satisfaisants parfois, comme l'image de droite où l'essentiel du ciment injecté fuit aux étages en discale, aux étages supérieurs et inférieurs.
Je ne parlerai pas d'expansion vertébrale, quelques mots néanmoins de la kyphoplastie et de l'opinion qu'on en a locale. C'est une opinion personnelle, disons, hein, mais le principe, c'est l'inflation d'un ballon dans le corps vertébral pour le remplissage de la cavité avec le ciment, le polyméthylmétacrylate. La kyphoplastie, c'est une procédure dont le coût est très largement supérieur à la vertébroplastie, le coût financier, et qui n'a pas de bénéfice clinique démontré en comparaison avec la vertébroplastie. Alors il y a une réduction notable du risque de fuite. Néanmoins, les fuites n'étant pas des complications à proprement parler, étant dans l'immense majorité des cas asymptomatiques, la réduction de la fuite n'est pas un objectif à proprement parler. Donc, dans notre centre, la kyphoplastie est réservée, ou l'expansion vertébrale au sens large, est réservée à des indications extrêmement sélectionnées. Je dirais que c'est très largement inférieur à 5% des procédures. Et on peut pousser un petit peu cette logique de l'expansion vertébrale à l'extrême avec cette proposition de technique par des équipes italiennes, le SAFE, Stent Screw Assisted Internal Fixation, qui est une procédure où on réalise une kyphoplastie armée avec donc le ballon de kyphoplastie qui est muni d'un stent serti sur le ballon, un peu à l'équivalent des stents d'angioplastie coronaire. On expand le ballon, on déploie le stent, puis on cathétérise la lumière du stent avec une canule sur laquelle on place une vis cannulée et on injecte du ciment à travers la vis. C'est supposé être réservé aux situations de rupture du mort postérieur pour essayer théoriquement de limiter le risque de fuite de ciment. Le bénéfice en termes de stabilité mécanique est assez aléatoire et encore une fois, les indications de ce genre de procédure nous paraissent extrêmement limitées par rapport à la cimentoplastie conventionnelle. Alors la cimentoplastie, donc voilà le résultat par exemple d'une technique SAFE où on réalise de façon concomitante des cimentoplasties prophylactiques des étages adjacents. Alors si on fait de l'expansion vertébrale, notre recommandation c'est de cimenter de façon préventive les étages adjacents, en particulier dans le myélome et l'ostéoporose, mais aussi quand il y a des lésions lytiques, dans la mesure où il y a quasiment plus d'un tiers de fractures des étages adjacents en cas d'expansion vertébrale, des chiffres qu'on n'a pas du tout en cas de vertébroplastie simple. La vertébroplastie, c'est une technique qui est relativement facile, qui est accessible à tout opérateur de radiologie interventionnelle ou chirurgien qui, avec une expérience de l'utilisation des outils percutanés. Mais il y a un certain nombre de vertébroplasties qui sont jugées difficiles, soit à cause de considérations techniques, mais le plus souvent, c'est plutôt les sites à traiter. Donc un radiologue interventionnel avec une expérience standard et généraliste sera capable normalement de réaliser des vertébroplasties du rachis dorsal moyen, dorsal bas et du rachis lombaire. Et en dehors de ces étages, les vertébroplasties seront considérées comme difficiles. Mais en réalité, la vertébroplastie est réalisable à tous les étages du rachis, de la charnière cervico-occipitale jusqu'au coccyx. Simplement, il faut adapter la technique et donc je vais vous montrer les différentes techniques qu'on utilise pour ces différents étages. Pour les condyles occipitaux, donc C0, et pour les masses latérales de C1, la vertèbre est inaccessible par voie percutanée, donc on réalise ces procédures par voie transorale. Il faut un écarteur, donc on demande, nous, parce qu'on c'est des procédures qu'on réalise très, très rarement, 1 à 2 fois par an, donc on demande à nos collègues ORL de nous mettre des écarteurs de Boyle-Davis pour les procédures. Vous avez sur l'image de gauche une lésion lytique de la masse latérale de C1, et sur l'image de droite, une photo perprocédurale de la ponction de cette masse latérale sous contrôle scopique et ou scanographique au travers de la muqueuse oropharyngée. À gauche, vous avez le contrôle scanographique ou plus souvent maintenant CBCT, donc cone beam CT, c'est une acquisition rotationnelle qu'on peut réaliser dans une salle d'angiographie. On voit aussi le trajet d'un microcathéter à ballon qui est navigué dans l'artère vertébrale, puisque là les rapports avec les structures vasculaires sont beaucoup plus intime qu'une vertébroplastie conventionnelle qu'on réalise sur la ligne médiane. Donc on matérialise le trajet de l'artère vertébrale et on la protège éventuellement avec un ballon lors de la progression du trocar et de l'injection de ciment. Et sur la droite, vous avez au milieu air droite le contrôle scopique final de l'injection de ciment, qui est réalisé cette fois de façon obligatoire en scopie biplan pour pouvoir contrôler la progression postérieure et latérale de façon simultanée. Ensuite, il y a la cimentoplastie cervicale C2 à C7, voire même parfois T1, qui peut être réalisée par voie antérieure percutanée. Alors certaines équipes la réalisent par voie postérieure sous contrôle scanner,
mais elle est assez simple finalement par voie antérieure sous contrôle scopique. Il s'agit de récliner manuellement la carotide, le paquet vasculaire, et de passer un trocar entre la trachée. Alors le plus souvent, le patient sera sous anesthésie générale avec une sonde armée, puisqu'on est parfois amené à récliner un peu la trachée avec le trocar. On peut ponctionner la vertèbre en paramédian, puis progresser sur une trajectoire oblique, ou ponctionner la partie la plus antérieure médiane de la vertèbre et se servir de ce point initial pour pivoter dans le plan sagittal strict avant de faire progresser le trocar. Donc à gauche, une image péropératoire de la mise en place du trocar, la scopie de face qui montre une balistique oblique et le remplissage de ciment en fin de procédure. On a rapporté il y a quelques années la première décennie d'expérience de cimentoplastie cervicale. On avait 2% de complications majeures, c'est-à-dire 2 fois plus qu'une cimentoplastie dorso-lombaire. Donc ça reste des procédures à plus haut risque que les cimentoplasties dorsales ou lombaires simples. Il y a eu, il y a une vingtaine d'années, une embolie de ciment fatale dans le système vertébro-basilaire, un spasme de l'artère vertébrale, donc encore une fois pour illustrer l'importance du contrôle de face de la progression de ciment vers les foramens transversaires. Ce spasme de l'artère vertébrale a entraîné un accident ischémique et un hématome cervical compressif. Il y a aussi plusieurs hématomes mineurs non compressifs qui n'ont pas retardé la sortie d'hospitalisation. Vous voyez par ailleurs le taux de fuite de ciment, 50%. Alors pour la cimentoplastie cervicale, c'est souvent la fuite antérieure le long du trajet du ciment, le trajet transosseux étant très court. On arrive très vite le long du trocar à des fuites antérieures dans les tissus mous et c'est souvent ce qui conduit à l'interruption de l'injection de ciment avant d'avoir des progressions postérieures du ciment. Je voudrais insister peut-être sur le fait que ces complications sont en grande partie évitables, notamment les deux premières, l'embolie vertébro-basilaire de ciment et l'accident ischémique constitué, avec du matériel d'imagerie pour le contrôle scopique des procédures modernes, ces complications ne devraient pas avoir lieu. Par ailleurs, dans cette publication, on avait rapporté des taux de consolidation post-cimentoplastie qui étaient excellents. Et on avait conclu que la cimentoplastie est une procédure efficace pour tout le rachis cervical, sous-entendu de C1 à C7. Dans les quelques mois qui ont suivi la publication, de façon un petit peu regroupée, on a vu revenir 4 patients pour des fractures secondaires post-cimentoplastie par extension de l'atteinte lithique de C2, par fracture dans la masse de ciment, par effondrement de la vertèbre, par fracture de la vertèbre au-dessus du ciment, en tout cas des défaillances complètes et des échecs de prise en charge. Donc on a envoyé une lettre à l'éditeur pour corriger un petit peu le tir et expliquer que certes la cimentoplastie est efficace pour le rachis cervical avec un bémol pour C2, en particulier pour l'atteinte du processus odontoïde qui est exposé, comme vous le savez, à des contraintes mécaniques qui sont un petit peu différentes des contraintes en compression pure du reste du rachis. Et depuis, on a tendance à proposer, quand c'est nécessaire, plutôt que des cimentoplasties simples, des vissages percutanés associés à des cimentoplasties. Dans ce cas-là, on réalise la procédure sous contrôle de ce qu'on appelle une hydrodissection, c'est-à-dire une injection de 100-200 cc de sérum physiologique sur le trajet du trocar pour limiter le risque de plaie vasculaire pendant la progression de la vis. On le fait aussi maintenant pour tous les patients en situation de coup radique opéré, pour lequel le risque de plaie carotidienne est bien plus important que sur un coup naïf de toute prise en charge, puisque la fibrose post-radique et post-opératoire fait que la carotide est plus difficile à mobiliser et donc plus difficile à protéger contre le risque de plaie vasculaire. La cimentoplastie cervicale impressionne souvent les radiologues interventionnels qui n'osent pas la réaliser. En pratique, elle est relativement simple. Dans mon expérience, la cimentoplastie la plus difficile de plus loin, c'est la cimentoplastie du rachis dorsal haut, T1 et T2, pour une raison simple, c'est que le contrôle de l'injection de ciment doit se faire sur une scopie de profil, hors de profil T1 et T2, parfois invisible. Donc il faut optimiser la qualité de la scopie, mais malgré cette optimisation, dans mon expérience, dans notre expérience générale, on n'obtient jamais mieux qu'une visualisation imparfaite et qui est souvent d'ailleurs médiocre. Donc ici, c'est quasiment le mieux qu'on puisse obtenir et c'est largement inférieur à un contrôle scopique pour les autres étages. Par ailleurs, il y a des particularités anatomiques de T1, T2, la vertèbre est cunéiforme dans le plan axial, les pédicules sont plus obliques, ils sont plus larges que le reste du rachis dorsal, donc ça impose de modifier un petit peu les balistiques. Ensuite, il y a la cimentoplastie sacrée, la sacroplastie, qui est réalisée par voie transsacroiliaque
pour le corps des pièces sacrées. Pour les ailerons sacrés, historiquement, on faisait des abords directs sous contrôle scopique et scanographique avec un trajet transosseux qui est court et du coup des fuites de ciment dans les parties molles le long des trajets des trocars et des remplissages de ciment qui étaient que partiellement satisfaisants par rapport à la biomécanique du sacrum. On a un petit peu modifié la technique aujourd'hui. On a tendance à faire des cimentoplasties le long du grand axe des ailerons sacrés, donc une ponction qui est beaucoup plus oblique, qui se fait sous contrôle scopique et surtout scanographique avec des dispositifs de guidage électromagnétique. Et en plus, aujourd'hui, la prise en charge de première intention devient la cimentoplastie du grand axe plus le visage sacré S1 plus ou moins S2. Alors l'embolisation préopératoire, donc la cimentoplastie, c'est une technique qui est largement utilisée, mais ce n'est pas la seule dans l'arsenal de la radiologie interventionnelle des métastases osseuses. Donc déjà, l'embolisation préopératoire est réservée aux métastases hypervasculaires. La prise de contraste à l'IRM est très mauvaise pour prédire le caractère hypervasculaire d'une lésion. Pour voir le caractère hypervasculaire, il faut une imagerie du premier passage vasculaire, donc le temps de transit. Pour ça, on peut faire de l'imagerie de perfusion, au même titre qu'on le fait au niveau cérébral, par exemple. Donc ça, c'est rapporté dans la littérature. Nous, on a adapté une séquence IRM qui est dédiée à l'exploration des malformations vasculaires, l'angio-IRM dynamique, qui est l'équivalent d'une angiographie, qui est aussi une imagerie du premier passage, qui est bien meilleure pour prédire le caractère hypervasculaire qu'une prise de contraste. Donc ici, un exemple, prise de contraste, temps de transit très accéléré, donc rehaussement sur l'angio-IRM dynamique confirmé à l'angiographie, versus une lésion qui prend le contraste et qui n'est pas du tout hypervasculaire, pour laquelle il n'y a aucune justification à une angiographie et à fortiori une embolisation. L'angiographie et l'embolisation, c'est des techniques assez simples, avec peu de risques, pour peu qu'on respecte un certain nombre de règles de sécurité et surtout qu'on connaisse l'anatomie vasculaire. Donc avant de se lancer dans des embolisations préopératoires, a fortiori au niveau cervical ou sacré, il faut connaître cette anatomie qui est un petit peu subtile pour éviter la complication majeure redoutée qui est l'ischémie médulaire par embolisation d'une artère radiculomédulaire à destinée de la moelle. Donc il n'y a pas que l'artère d'Adamkiewicz qui vascularise la moelle épinière, il y en a en général en moyenne 6 pour l'axe spinal antérieur et entre 5 et 20 pour l'axe spinal postérieur. Donc c'est quelque chose qu'il faut connaître et maîtriser avant de se lancer dans ces embolisations. Parfois, pour des situations extrêmement sélectionnées, on peut être amené à réaliser des dévascularisations par ponction percutanée, mais avec des contraintes techniques, on pourra discuter si vous le souhaitez. Ça dépasse un petit peu le cadre de ce talk. La thermoablation, alors sa place est assez variable dans la prise en charge des patients en fonction des centres. À la Pitié-Salpêtrière, on a très peu recours à la thermoablation, qui est une technique qui a visée carcinologique, pour les mêmes raisons que la chirurgie carcinologique a très peu de place. On pourrait discuter l'intérêt de la thermoablation pour les expansions épidurales des métastases. Le problème étant que, par définition, une expansion épidurale, c'est une lésion qui est au contact de la moelle. Or, la thermoablation a des marges d'ablation qui sont assez incertaines et donc un risque de complications neurologiques qui est jugé rédhibitoire. Donc la place de la thermoablation, c'est les patients uni ou oligométastatiques. En pratique, il y a très peu de patients qui répondent à cette définition et qui sont éligibles à une technique d'ablation en plus de la cimentoplastie antalgique ou de consolidation. Globalement, il y a 3 grandes catégories de thermoablation: la radiofréquence, technique historique, la micro-ondes et la cryoablation. Radiofréquence, c'est la technique la plus utilisée. Donc les principales inconvénients, c'est les marges qui sont difficiles à estimer, a fortiori dans l'os, et le fait que la zone d'ablation est de petit volume, au maximum de 3 cm en général. Ici, un exemple de thermoablation d'une lésion unique sacrée. La radiofréquence, c'est encore pire, c'est des marges qui sont difficiles à estimer. La cryoablation résout une partie du problème puisque les marges d'ablation sont visibles au scanner et à l'IRM. Et en plus, la cryoablation a l'intérêt d'avoir un bénéfice antalgique qui est démontré meilleur que la radiofréquence. Encore une fois, ça reste des techniques réservées à des situations extrêmement sélectionnées. Alors il y a l'électrochimioporation qui est un peu trendy en radiologie interventionnelle puisqu'elle a pour objectif déclaré de traiter l'épidurite en préservant le tissu neurologique. C'est une technique non thermique d'ablation des tumeurs. Donc brièvement, il s'agit d'appliquer des pulses de courant électrique qui traversent la membrane cellulaire, qui sont très courts et intenses, sans atteindre l'effet thermique, pour générer une électroperméabilisation de la membrane. L'électroperméabilisation sera soit définitive, donc entraînera la mort cellulaire, c'est l'électroporation, ou
réversible en dessous d'un certain seuil, et dans ce cas-là, elle sera associée à une injection intraveineuse de chimiothérapie, la bléomycine, qui est un agent mitotique. La théorie étant qu'on provoque la mitose des cellules en prolifération, qu'on provoque l'apoptose des cellules mitotiques, les cellules tumorales, tout en préservant le tissu qui est peu mitotique, et donc le tissu nerveux. Donc c'est supposé être une technique qui préserve le tissu neurologique. Donc ici un exemple d'électrochimioporation où on place 6 trocars qui entoure la lésion à détruire. Donc ici l'atteinte avec épidurite. On passe des courants entre des paires d'aiguilles et ensuite on complète par une cimentoplastie. Et en effet, techniquement, on obtient des bons résultats en termes de destruction de l'atteinte épidurale, donc en complément de la radiothérapie. Le problème, c'est que les équipes qui ont rapporté ça ont rapporté des taux extrêmement élevés, à notre sens, qui sont dissuasifs, avec entre 7 et 10% de paraplégie post-procédurale. Donc la théorie le tissu neurologique est préservé, finalement, n'est pas respectée, et quasiment 10% de paraplégie post-procédurale, c'est un risque qui nous semble pas acceptable. Et donc pour le moment, l'électrochimioporation n'est pas une panacée et on n'a pas la solution en radiologie interventionnelle miracle pour la prise en charge des patients avec une épidurite. Donc pour conclure, la vertébroplastie, c'est une technique efficace pour le traitement antalgique et de consolidation d'une grande partie des lésions osseuses malignes secondaires. C'est la technique de radiologie interventionnelle osseuse la plus connue et répandue. Elle s'intègre dans un arsenal thérapeutique plus large en radiologie interventionnelle, mais surtout, la radiologie interventionnelle elle-même des lésions osseuses s'inscrit dans un contexte plus large de prise en charge avec l'ensemble des équipes oncologie, radiothérapie, chirurgie du rachis, neurochirurgie, médecine de la douleur, onco-rhumatologie. Et donc, il faut le garder à l'esprit et toutes ces prises en charge doivent être discutées bien entendu en RCP. Voilà, je vous remercie.